Salut, c'est Clémentine de l'Imerté. Avant de lancer l'épisode, j'ai un message pour vous. Si vous êtes une maman fatiguée, qui ne porte plus que sa casquette de maman et qui rêve d'avoir du vrai temps pour elle, pour dormir, pour bien manger en n'ayant rien à préparer, pour se faire masser, pour se promener en forêt, pour échanger avec d'autres femmes sans avoir un enfant dans les pattes, pour avoir du temps pour respirer et pour bouger, j'ai une bonne nouvelle. Réservez votre 14, 15 et 16 mars 2025 et rejoignez-moi pour le Mama Break. Le Mama Break, c'est un week-end dédié aux mères qui veulent se reconnecter à la femme qu'elles sont. Un week-end dans une maison de campagne magnifique, à 2 heures de Lyon, en pleine nature. Un week-end déconnexion pendant lequel vous allez être bichonnés. Pour toutes les infos, rendez-vous sur ma page Insta clem-doula. Je vous remets le lien dans le descriptif de l'épisode. Allez, je vous dis à très vite et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast L'Imerté. Je suis Clémentine, doula des familles spécialisée dans le sommeil de l'enfant. Dans mon quotidien, j'accompagne les parents à vivre une parentalité sans tabou. La Limerté, c'est la liberté d'être mère comme on l'entend, parfois un peu bancale, en équilibre entre ce qu'on voudrait faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on fait vraiment, entre ce que dit la théorie, ce que suggère l'entourage et ce qui nous correspond profondément. Vous allez donc entendre des histoires de mères du quotidien qui partagent la vraie vie, de joie, de galère, de questionnement. Plongez avec moi dans ces histoires de liberté, des histoires un peu ordinaires de femmes extra qui sont mères du mieux qu'elles peuvent. Salut Sophie, Salut Clémentine. je suis ravie d'enregistrer avec toi aujourd'hui. Je te suis depuis un petit moment sur les réseaux et j'aime beaucoup en particulier ta manière de parler des émotions, une manière très simple et en même temps très réelle, quoi, de ce qu'on vit dans la vraie vie. Et puis j'aime bien le lien que tu fais avec tes émotions et ton parcours de maternité et voilà, ton lien avec tes enfants et tout ça, enfin avec ta famille. On va en parler. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Je suis Sophie Delost, j'ai 31 ans. J'ai deux enfants rapprochés, très rapprochés, qui ont 13 mois d'écart. Wow. Ouais, Ouais. voilà. J'accompagne les parents depuis quelque temps pour les aider à retrouver un équilibre familial, à cheminer vers une parentalité non violente. C'est vraiment ce qui me touche profondément. Voilà, j'ai enfin l'impression d'avoir trouvé ma place dans cette société, dans ce monde, depuis que je me suis lancée là-dedans. Tu faisais quoi avant? Ouf, beaucoup de choses. À la base, j'ai fait une école de commerce. J'ai fait un burn-out très vite, mais vraiment très vite, dans les 6 premiers mois où j'ai commencé à travailler. Je travaillais dans la formation, en fait. J'ai fait un burn-out. Après, on a fait un grand voyage avec mon époux, qui était mon copain à l'époque, pour savoir ce que je voulais faire de ma vie. Et là, j'ai eu le déclic que je voulais être professeur. Je voulais m'occuper des enfants. Donc, je me suis reconvertie en professeur des écoles. Ensuite, j'ai eu mes enfants et là, j'ai tout arrêté. Je voulais être complètement focus sur eux pendant 3 ans. Et après, en parallèle, quand je m'occupais d'eux, je me suis beaucoup formée. Et voilà comment ça m'a amené à cette reconversion professionnelle. Ok. Ils ont quel âge tes enfants aujourd'hui? 4 et 3. Ok. Donc du coup, ton deuxième, il ou elle est rentré à l'école? Ouais, avec une petite section. Mm. Ok. Est-ce que tu as trouvé que le passage, enfin en fait, que d'avoir tes deux enfants à l'école, ça faisait passer un cap? Oui, oui. Ben, je crois que c'est le fait que les deux soient à l'école, mais c'est pas que ça. Je crois que c'est vraiment le fait que les deux aient passé 3 ans. Parce Hmm. que je trouve qu'à 3 ans, il y a quand même un sacré passage. En général, les nuits sont un peu mieux quand même. Il y a plus, en général, les couches. Enfin, on est dans une autre dimension de l'enfance, je trouve. Hmm.
plus que vraiment le passage à l'école, c'est vraiment ça, je trouve. Mais oui, après, c'est un cap pour moi, l'école, parce que je suis pas toujours alignée avec ce qui s'y passe et c'est pas toujours évident pour moi, j'avoue. Mm. Donc, c'est quelque chose qui me tourmente pas mal en général, mais Comment ça s'est passé le fait d'accueillir un deuxième bébé si vite dans votre famille? ben, c'était en fait c'était voulu dans le sens où on s'était dit bah, j'allaitais mon premier et on s'était dit bon bah si on a un autre enfant c'est chouette si on n'a pas bah, c'est pas grave et puis on laisse faire la nature nous donner ce qui doit nous être donné. Et puis finalement, quand c'est arrivé, moi je me suis dit waouh, en fait, parce qu'on dormait pas du tout. En fait, si tu veux, mon premier fils, il est né avec un pied beau. Et du coup, il y avait quand même beaucoup de passages à l'hôpital, avec des plâtres, des attelles. Et donc ça, c'était quand même pas évident à gérer au quotidien parce qu'il fallait pas mal aller à l'hôpital. On dormait pas du tout parce qu'il était très dérangé par son plâtre. En plus, il avait des reflux. Alors quand à 5 mois de grossesse à peu près, je me suis dit ok, on s'est reparti pour un tour. J'étais heureuse, mais je me suis dit waouh, ça va être chaud. Je me suis vraiment dit ça va être chaud, surtout que on vit très loin de nos familles, donc pas de relais du tout, enfin à l'époque du moins. Et voilà, donc je me suis dit ça va être chaud. Et c'est là où je me suis dit que très vite, surtout quand elle est née, qu'il fallait que je mette des choses en place pour m'en sortir, parce qu'avec deux bébés en bas âge, waouh, et c'est pour ça le thème des émotions, parce que je voyais comment ça pouvait être explosif euh, envers eux, enfin eux, comment ils étaient pleins d'émotions, et moi, Mm. tout ce que ça réveillait en moi que je soupçonnais même pas. Surtout que mon mari il travaillait loin, donc j'étais vraiment tout le temps toute seule avec les deux bébés, quoi. À part le soir quand il rentrait et qu'il prenait le relais, un petit peu. Mais ouais, ouais, donc à ce moment-là, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'étais très contente parce que je savais qu'ils allaient jouer ensemble et c'était ça en fait mon but, c'était d'avoir des frères et sœurs rapprochés pour qu'ils puissent grandir ensemble, avoir le même âge, être dans les mêmes choses à peu près au même moment, quoi. Et mais vraiment, ouais, après, je me suis dit, waouh, là, là, ça va être quand même corsé, quoi. Vu qu'on ne dormait pas du tout, c'était ça. C'était surtout le sommeil qui m'a fait peur. Bah, en fait, le sommeil exacerbe tout. Ah Donc, oui, enfin, le manque de sommeil surtout. ouais, Ouais. Et surtout, et du coup, tu gardais les deux toute la journée. ouais. Comment t'as fait? Ben, Comment t'as fait pour survivre à ça? comment j'ai fait pour survivre à ça? C'est une très très bonne question. Déjà, on était tout le temps dehors. Pour moi, Mm. c'était vital qu'on soit tout le temps dehors, soit dans le jardin, soit dans la forêt, soit en balade dans la poussette. J'avais une poussette double et c'était vraiment vital parce que je voyais que dehors, ça allait mieux. Il y avait, les émotions étaient apaisées et tout ça. C'était pas toujours évident de sortir dehors, d'habiller tout le monde et de sortir. Mais une fois dehors, ouais. Alors déjà, j'ai fait ça. J'ai essayé de prendre soin de moi comme je pouvais avec le temps que j'avais, c'est-à-dire très peu de temps. Mm. Tu faisais quoi pour prendre soin de toi, justement, quand t'avais que quelques minutes? Déjà, je dormais tout le temps. Dès que je dormais, pour moi, c'était, il n'y a même pas moyen, je dors, quoi. Le ménage, il attend. Après, j'ai eu une aide ménagère. Ça, j'aimerais bien le dire parce que je sais pas si les gens savent, si les femmes savent, mais je le dis parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas qu'on a le droit à une aide ménagère à la CAF, avec la CAF la première année, quand on a une naissance, en fonction de nos revenus, à des prix vraiment très très bas. Et moi, ça m'a énormément aidé d'avoir Mm. quelqu'un sur qui me reposer pour faire le ménage. Elle venait 3 fois par semaine et vraiment, je lui en suis encore aujourd'hui très très reconnaissante parce que ça m'a beaucoup aidé. Et puis, dès qu'on avait de la visite de nos parents qui venaient loin, j'essayais de leur faire confiance, de les laisser un petit peu quand même avec eux. Et moi, en fait, c'était surtout le sommeil, moi, que j'avais besoin, le manque de sommeil qui était dur pour moi.
les émotions, tout ça, les tempêtes émotionnelles, ça m'a permis de me reconnecter à moi, mes émotions pour mieux être plus sereine en fait quand les tempêtes émotionnelles arrivaient de leur côté. Et aussi, en fait, du coup, vu que mon fils, il avait 13 mois quand il est né, franchement, je me suis dit, il faut que je l'aide à être autonome autant qu'il peut, Mm. dès que possible, parce que sinon, ça m'aidait en fait de savoir qu'il pouvait jouer un peu tout seul. Donc souvent, on était dehors, il jouait avec les poules. C'est c'est bête, hein, mais franchement, mais ces poules, elles nous ont aussi aidé à survivre parce que du coup, on était dehors. Il regardait les poules, il jouait avec les poules et moi, je pouvais m'occuper de ma fille. Mm. C'était comme des compagnons de jeu, quoi. Ils couraient Ouais. avec, c'était trop bien. Enfin, c'était trop cool. Moi, j'adorais voir ça. Voilà. Et puis après, c'est vrai qu'on était très isolés dans la campagne, donc tout ce qui est prendre soin de soi, on va dire de manière traditionnelle, c'est-à-dire faire, je sais pas, un ciné, un massage, une manucure, un coiffeur, tout ça, Mm. pas du tout fait, quoi. C'était pas ça pour moi de prendre soin de Ouais. moi, quoi. Bah, C'est, surtout que ça, mine de rien, ça demande du temps. bah oui. Facilement plusieurs heures d'affilée, quoi. Ouais. Et surtout, bah, j'écoutais beaucoup de podcasts, je lisais beaucoup, et ça me nourrissait énormément. Et ça, c'était une manière pour moi de me ressourcer aussi. Et le peu de temps que j'avais, le soir ou quand, je sais pas, il dormait, donc je me mettais un petit podcast, je me nourrissais tout le temps de ce qui me faisait du bien, et ça, c'était vraiment ce qui me faisait du bien, tu vois. Mais c'est justement, en fait, ça m'a aidé à mieux comprendre de quoi j'avais besoin, en fait, pour aller bien. Parce que je trouve qu'on grandit pas avec cette connaissance de soi, avec cette connaissance de ce qu'on ressent, avec la connaissance de nos besoins. Et en fait, ça m'a permis de mieux me connaître et de me dire, bon, ben là, j'ai que un quart d'heure. Vraiment, de quoi j'ai besoin là, tout de suite pour aller mieux, pour me faire une soupape de décompression. Et du coup, voilà, je pense que c'est vraiment propre à chacun. Chacune trouve ce dont elle a besoin. Et je trouve que même si c'est un quart d'heure, si c'est même 10 minutes, Mm. ça peut faire vraiment la différence, hein. Ça paraît bête, mais Non, non, mais ouais. je suis complètement d'accord. Mm. Et je trouve que enfin, de se forcer à en prendre conscience, ça change toute la journée, quoi. Moi, je le vois, hein, les journées où j'ai mes enfants et où là, juste comme tu dis, genre, tu sais que là, t'as un créneau de 10 minutes pour toi où il faut l'optimiser. Ouais. Fut un temps, je pense que mon réflexe, ça aurait été de sortir mon téléphone et de scroller sur Instagram, ce qui n'est pas du tout dans le ressourçant. On Mais est voilà, d'accord. voilà. Et aujourd'hui, je prends mon écouteur et je vais méditer 10 minutes, quoi. Ben ouais, ben voilà. Mm. Et voilà, et c'est juste, ça change tout, quoi. Mm. Mm. Est-ce que tu as un souvenir d'un livre que tu as lu ou d'un podcast que tu as écouté à cette période-là qui t'a marqué? Mm. Oui, plein. Podcast, j'écoutais beaucoup Bliss à l'époque. Plus du tout maintenant, mais à l'époque, oui. Et des livres qui m'ont marqué. Ben moi, je suis tombée avec Catherine Guéguen dès le début. Mm. C'est ce qui m'a passionnée dès le début. On me l'a offert, en fait, je connaissais pas. Et ça m'a ouvert un monde que je connaissais pas, tout ça. Et Mm. je trouve ça tellement merveilleux. Je me suis dit, waouh. Si, un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'étais à fond Montessori à un moment donné, et c'était de Charlotte Poussin, il me semble, Montessori de 0 à 3 ans. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'elle parlait pas vraiment du matériel, mais finalement, elle parlait plus du développement de l'enfant, de ce qui se passe, limite mois après mois, quoi, et ce qui se passe pour l'enfant. Et du coup, ça m'a vraiment passionnée aussi, tu vois, tout ça, ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu ces lectures, écoutes, etc., qui t'ont amené à faire ce que tu fais aujourd'hui, en fait. Ah Enfin, qui t'ont oui. mis le pied sur le chemin pour ce nouveau monde. Ah oui, exactement. Ah bah oui, c'est... Déjà, j'ai aimé beaucoup l'enfance parce que c'est pour ça que je me suis tournée vers professeur des écoles. Mm. Mais après coup, quand je me rends compte de ce que j'ai fait avec des élèves qui, en fait, c'était pas du tout bien, quoi, je m'en suis rendu compte après et je m'en suis un peu mordu les doigts, mais en fait, je savais pas. Du coup, quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, mais waouh, mais tout le monde devrait le savoir, tout ça. Enfin, ça devrait être au programme des professeurs, au programme de toute personne qui s'occupe d'enfants, au programme de tous les parents. Quand ils deviennent parents, je me suis dit, mais
c'est tellement la base des bases pour construire des relations humaines saines qu'on devrait tous être au courant de ça, quoi. Et ouais, ça m'a tellement passionnée, ça me passionne toujours aujourd'hui, hein. De toute façon, c'est comme tu dis, c'est pas pour rien que je fais ça aujourd'hui, mais ouais, ouais. Mhm. On va en reparler après. Comment t'avais imaginé ta vie de maman et comment ça s'est passé en réalité? En particulier, tu vois, au début, tu disais que ça t'a vraiment appris sur toi, que t'as découvert un peu qui t'étais, t'as vraiment enrichi cette connaissance de toi-même. Comment t'expliques le fait que ça se soit fait via la maternité? Alors déjà, j'aimerais dire un truc, c'est que moi, à la base, quand j'étais jeune, je voulais pas d'enfant. Et je sais pas si je le voulais vraiment pas ou si c'était un peu un truc pour faire la meuf un peu, je sais pas, stylée ou quoi quand j'étais jeune. Ah non, moi j'aurais pas d'enfants. Et non, mais ça va pas ou quoi. J'aime pas les enfants. Et en fait, j'ai fait une mission humanitaire quand j'étais étudiante avec des enfants défavorisés. Et là, je me suis dit, mais Sophie, mais t'adores en fait être avec les enfants, mais c'était pas du tout toi en fait. Là, j'ai commencé à mieux me connaître, à laisser tomber des images toutes faites que j'avais de moi, que je sortais, je sais même pas d'où. Est-ce que ça venait de mes parents? C'est vrai que j'ai beaucoup entendu ma mère dire qu'elle voulait pas d'enfants. Alors, est-ce que j'ai dit ça pour faire pareil ou pas? Je sais pas trop pourquoi. Et du coup, j'ai oublié ta question exactement. Je me suis un Comment peu t'avais... égarée. im- Ouais, la première, c'est comment t'avais imaginé être maman et comment tu l'as été finalement et comment la maternité t'a fait prendre plus connaissance sur toi. Je sais pas comment on peut le dire autrement, mais... Ah oui, ok. Wow, deux grosses questions. Ouais, Euh, je les relis comme tu veux. alors, ah oui, donc c'est pour ça que je racontais ça. Alors, comment j'avais imaginé être maman? J'avais pas du tout imaginé. Donc, Ok. comment dire, quand j'ai eu ce désir d'être maman d'un coup, je me rappelle très très bien. C'était un jour, c'est arrivé comme ça. Et là, je me suis dit, là, ça y est, j'ai envie d'être maman. Alors que j'étais en pleine, comment dire, on n'était pas hyper fixé avec mon époux, on voyageait à travers le monde, on était et du coup je me suis juste dit bon ben j'ai envie et puis on verra. Et puis finalement je suis tombée enfin je suis tombée, j'ai été enceinte assez rapidement. Et quand j'ai été enceinte, je sais pas, il y avait un truc en moi qui était hyper confiant. Euh, je me projetais pas tellement sur la maman que j'allais être, mais je faisais vraiment confiance à la vie et comment dire, en notre famille pour que, dans le sens où ça allait bien se passer. Mais si après j'ai eu cette phase où je m'imaginais être la maman. Qui fait que des petits plats bio, maison. Je l'ai fait un temps, hein. Comme beaucoup, je pense, je l'ai fait un temps. Mais ça n'a pas duré. Voilà, je cuisine pas bio et fait maison tout le temps non plus, hein. On va pas se mentir. Hmm. Je m'imaginais. Si, quand même, j'imaginais mes enfants beaucoup dehors parce que pour moi, c'est hyper important, le lien à la nature. Euh, je sais pas trop dire, en fait. Et alors, t'es quelle maman finalement? Je suis quelle maman? Alors, je suis une maman. Waouh, c'est dur comme question. Attends, et sachant, je vais préciser parce que du coup, tes enfants, ils ont 4 et 3. Donc, quelle maman t'étais il y a 3 ans et quelle maman t'es aujourd'hui? Ah oui, là, ça m'aide beaucoup plus ta question. Il y a 3 ans, j'étais une maman que je pensais être très lisse et très bien comme il faut et très sur- très patiente et très lisse au niveau de mes émotions, au niveau de toujours vouloir être bien et bien comme il faut. Aujourd'hui, je suis une maman beaucoup plus décontractée et à l'aise avec qui je suis, sans vouloir rentrer dans tous les standards dans lesquels je voulais rentrer il y a 3 ans. Euh, ouais, en fait, j'ai tellement une meilleure connaissance de moi
que je suis vraiment, je crois que j'ai jamais été autant heureuse de ma vie, vraiment. Mais clairement, c'est sûr même. Et à l'aise dans mes baskets. J'ai jamais eu autant confiance en moi. Je me suis jamais autant sentie ouais, vraiment bien, quoi, alignée avec qui je suis à l'intérieur. Et du coup, bah, ça impacte sur la maman que je suis. Parce que avec mes enfants, oui, j'admets que des fois, je fais des erreurs. Euh, c'est pas parce que je suis accompagnante parentale, que je suis une formée à communication violente, etc., que je fais toujours tout bien comme il faut. Bien sûr, il y a des choses que je regrette, que je fais, que je dis, des soirs où je m'en veux, etc. Mais en fait, j'essaye d'accueillir ça sans m'auto-flageller comme étant, comme faisant des erreurs inhumaines, mais plus avec beaucoup plus de douceur. J'essaye de m'accueillir avec beaucoup plus de douceur sans m'imposer en moule, en fait. J'essaye plutôt de partir de moi et de m'adapter à, comment dire, à mes envies, à mes besoins avec beaucoup plus de, ouais, de douceur et de, comment dire, d'équilibre. Mm. Et je prends aussi vraiment, j'essaye vraiment de comprendre mes enfants et de trouver des compromis qui nous correspondent, en fait, à tous dans la famille et à mon époux aussi. Parce que ça aussi, ça, il faudrait que j'en parle aussi. Il y a 3 ans, mon époux, j'avais beau penser que je faisais de la bienveillance, j'en faisais les enfants, mais pas avec lui, hein. Il Ah payait non! le loyer, ouais. Ah oui! J'étais super exigeante, hein, franchement. Déjà, j'étais super exigeante envers moi, et alors du coup, j'étais super exigeante envers lui. À tel point qu'au bout d'un moment, c'était intenable. Enfin, je lui reprochais. En fait, moi, j'avais très très peur qu'on traumatise les enfants. Quand j'ai découvert la parentalité bienveillante, positive, etc., j'avais un peu ce truc de vouloir tout faire parfaitement, trop peur de leur faire du mal, etc. Mais du coup, j'étais très exigeante envers moi et très exigeante envers lui, à tel point que ça faisait des disputes, et que du coup, on se comprenait plus, quoi. On se comprenait plus du tout. Mm. J'ai plein de Ouais. questions avec ce que tu viens de partager. Euh, je vais pas Oui, recommencer. j'ai vu tes yeux C'est là. pas toi qui as demandé. Ok, on va partir à l'envers. On va continuer sur ton conjoint, c'était ok d'en parler. Comment vous êtes sorti justement de ce truc où vous vous disputiez, vous vous compreniez pas, à aujourd'hui, ça a l'air d'être, vous avez l'air d'être alignés. Il s'est passé quoi dans ces années pour que vous vous compreniez? Alors, déjà, on a beaucoup réfléchi à notre propre enfance, chacun de notre côté, Ok. pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut garder, qu'est-ce qu'on veut pas garder de l'enfance qu'on a reçue, quelles valeurs sur lesquelles on est d'accord, quelles valeurs sur lesquelles on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on veut inculquer, qu'on veut pas inculquer. On a beaucoup réfléchi à tout ça tous les deux. Et on s'est vraiment intéressé en fait à l'enfance de l'autre, en essayant de pas juger. Et puis, du coup, ça nous a permis de mieux comprendre en fait pourquoi on avait telle vision sur tel sujet et pas du tout la même vision sur un autre sujet. Ça nous a beaucoup aidé. Vous l'avez fait que à deux ou avec une tierce personne? Ah non, ça, on l'a fait tous les deux. Ok. On a énormément parlé. On Ok. a énormément parlé, oui. À un moment donné, on faisait que ça, on parlait que de ça. Et puis, on en reparle toujours un peu de temps en temps, pour mieux se comprendre. Je trouve que, en fait, de parler de son enfance, que ce soit individuellement, de soi à soi ou, euh, ou dans le couple, ça permet de vraiment être en empathie avec soi Hmm. ou d'être en empathie avec son conjoint parce qu'il se passe beaucoup de choses dans l'enfance, on le sait, et du coup, on comprend mieux les réactions de l'autre, un peu disproportionnées des fois, ou nos réactions disproportionnées quand on voit que ça touche à un trauma de l'enfance, quoi, clairement. Hmm. Et bon, après, qu'est-ce qu'on a fait? Je nous ai inscrits tous les deux à un stage de communication non violente. Le message est clair. Voilà. Comment il l'a pris, ton conjoint? Ben, en fait, il était vraiment partant, en fait. Ok. Parce que, en fait, je voyais bien que moi, j'étais tellement à exiger des choses de lui, à être vraiment dans les reproches, en fait, de ce qu'il faisait.
Et ça aidait pas. Et au bout d'un moment, à un moment, on se disputait tellement qu'il y a le mot divorce qui a été prononcé, que et là, ça m'a fait un déclic. Je me suis dit, attends, Sophie, là, t'es en train de faire n'importe quoi. Ta famille, vous allez être trois et plus quatre bientôt. Donc, est-ce que c'est ça que tu veux ou... Et là, je me suis dit, non, clairement, c'est pas possible. Enfin, là, je fais quelque chose qu'il faut pas. Faut revoir la stratégie, là. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai découvert, moi, de mon côté, Faber et Masguiche. À la base, je voulais nous inscrire tous les deux. Donc, pour ceux qui savent pas, Faber et Masguiche, c'est une approche de parentalité bienveillante. D'ailleurs, j'anime des ateliers Faber et Masguiche, mais c'est des ateliers pour les parents et vraiment sur la relation parent-enfant. Et il n'y en avait pas du tout vers chez nous. Et en fait, vu que c'est des ateliers réguliers pendant 2 mois, mais on pouvait pas partir quelque part et faire des ateliers, quoi. Donc, c'était pas, il y en avait pas en ligne à l'époque. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je trouve autre chose. Et je voulais pas le faire toute seule. Je voulais vraiment qu'on fasse ensemble. Et en fait, je lui parlais petit à petit de communication non violente et ça a l'air plutôt l'intéresser parce que on parlait quand même de pouvoir recommuniquer de manière. Enfin, je lui ai dit, voilà, je lui ai présenté qu'en fait, comme une expérience à faire à deux, Mhm. comme un moyen de nous ressouder, de mieux nous comprendre. Et en plus, j'ai pris ça, par contre, j'ai fait ça bien quand même. J'ai pris un stage de 6 jours aux Amanins. Je sais pas si tu vois, les Amanins, c'est la ferme. C'est le domaine qu'a monté Pierre Rabhi. Donc c'est un écolieu génial. Il y a une école incroyable là-bas. Les gens ils vivent en autonomie. C'est vraiment un lieu alternatif génial hein, dans la Drôme. Mhm. J'ai pris ça pendant une semaine. On était dans un camping. Voilà, on dormait sous la tente. Il y avait mes beaux-parents qui étaient là, qui s'occupaient des enfants pendant que nous on était en stage. Mais c'était une des meilleures expériences de toute ma vie. Vraiment, c'était Ok, ah ouais. extraordinaire. Et donc, lui, ça a été un déclic pour lui, hein, Mm. clairement. Et à tel point que ça a été un déclic qui s'est reconverti, enfin, qui s'est formé à la théorie polyvagale, pour devenir thérapeute aussi. Il est prof, lui, Ok. mais il fait ça à côté. Et donc, voilà, c'est bon, je dis pas que tout le monde peut faire ça et que tout le monde doit faire ça parce que bon, c'est un sacré coût financier, ça demande que le conjoint ça, soit d'accord, c'est toute une organisation, mais nous, clairement, c'est ce qui a été un énorme déclic. Ouais. Mhm. Ok. Je reviens à ce que tu disais avant. Comment t'es passé de cette maman lisse, comme tu disais, à la maman qui assume et qui est bien dans ses baskets et qui donc, de ce que j'entends, t'es passé de la maman qui essaye que tout soit plat, je vais dire parfait, sans trop d'émotions, sans débordement, à la maman qui assume quand il faut crier un coup ou quand il faut pleurer ou quand etc. Comment t'as fait le chemin d'entre ces deux extrêmes? Waouh, ça a été un gros chemin parce que déjà, ça demande de se regarder en face. D'aller regarder, je crois que j'ai fait un gros travail comme je disais, un peu d'aller voir qui je suis pour de vrai, sans être la Sophie qui veut être aimée de tout le monde, qui veut être aimée en fait. Moi, j'ai clairement un trauma de mon enfance qui fait que j'ai toujours cherché à être la bonne élève, à faire tout bien comme il faut, à pas faire de vagues, à pas faire de conflits, etc. Mais sans être vraiment moi en fait. Donc le jour où, ben, c'est justement avec les enfants, hein, où je me suis vue hurler, m'énerver comme pas possible alors qu'ils étaient tout petits, je me suis dit, attends, c'est toi, Sophie, là? C'est toi qui viens de crier comme ça? Mais c'est quoi ce monstre? Vraiment, je me suis dit ça, je me suis dit, mais j'ai ça en moi, j'ai cette colère-là en moi? Vraiment? Enfin, et là, c'est là où j'ai commencé à essayer de faire face à qui je suis, pour de vrai, la vraie personne que je suis. Et donc, c'est pas facile parce qu'on découvre des parts de soi qu'on connaissait pas, on découvre des blessures enfouies bien profond et d'aller regarder tout ça, de prendre conscience de ces blessures-là qu'on a, que j'avais et que j'ai toujours certaines, mais oh, ça m'a tellement aidé en fait. Sur le moment, c'est dur, mais purée, mais qu'est-ce que ça fait du bien
de mieux se connaître. Et du coup, j'ai fait un travail. Bah, déjà, la communication non violente m'a énormément aidée. Là, sur le travail des émotions. Et puis, il y a eu des fois où le fait de parler des émotions, de les libérer, de faire de l'empathie, de l'auto-empathie, ça suffisait pas. Et où en fait, il y avait quand même des choses à aller voir en thérapie derrière. Donc, j'ai fait quand même pas mal de thérapie. Et je crois que c'est ça, en fait, qui m'a permis qui m'a permis de guérir des blessures du passé, qui m'a permis de remettre en question mes parents. Mm. Donc il y a eu toute une période où je leur en voulais, où j'étais très en colère. Et puis après avoir sorti tout ça, ben, là je suis plutôt dans une période où je suis hyper reconnaissante des parents que j'ai et où j'ai réussi à pardonner beaucoup de choses, à me pardonner aussi beaucoup de choses et aux adultes qui se sont occupés de moi enfant, hein, que ce soit à l'école, mes grands-mères, c'est mes grands-mères qui s'occupaient de moi. Et mais ouais, je crois que ça m'a beaucoup aidé de faire ce travail en thérapie, de voir toutes ces colères et toutes ces rancœurs et toute cette haine que j'avais pour les adultes qui m'ont entourée quand j'étais enfant, de voir tous ces traumas, de les conscientiser sans comment dire, m'étaler sur ces traumas, mais juste, je sais pas si les auditeurs connaissent la théorie polyvagale, mais moi, ça m'a énormément aidé toute cette théorie, de fait de reprogrammer son système nerveux après les traumas qu'on a eus et tout ça. Et, euh, et voilà, je sais qu'aujourd'hui, il y a encore des choses, quand j'ai des réactions disproportionnées, des choses où je sens que ça m'active à l'intérieur, que ça me déclenche. Là, je me dis, attends, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est juste parce que tu es fatigué ou est-ce que ça te replonge dans quelque chose que tu as vécu, qui est pas encore bien guéri? Et juste écouter ça et si ça demande plus d'attention, d'amener ça en thérapie. Ça, je crois que c'est toutes ces petites choses-là qui m'ont permis d'assumer et de voir que je suis pas, on va dire, lisse Mm. mais que je prends en compte mes besoins pour justement, parce que moi j'ai envie que mes enfants, j'aimerais qu'ils puissent grandir avec ce que j'ai pas eu du coup, ce qui m'a fait vouloir être aimé de tout le monde, ce qui m'a fait vouloir être là pour tout le monde, mais pas pour moi en fait. Moi je veux qu'ils puissent grandir en ayant confiance en eux, ce que je n'avais pas du tout, en sachant qui ils sont en sachant que ils méritent d'être aimés, qu'ils sont aimés et Ça résonne fort, ce que tu dis. ah oui. Ouais, j'en perds mes mots. Comment ça a changé ta relation avec tes enfants, ce travail que tu as fait sur toi? Bah alors je dirais que heureusement, enfin je suis très très reconnaissante d'avoir pu découvrir tout ça alors qu'ils étaient tout petits. Mm. Donc ça je pense que c'est une grande chance. Et donc s'il y a des parents qui sont pas encore parents et qui nous écoutent, plutôt, c'est le mieux, franchement, si on peut faire ça avant d'avoir des enfants. Commencer, ne serait-ce que commencer, quoi, un petit peu, ce serait merveilleux. Mais bon, moi, je pense que ce que ça change avec mes enfants, parce que ben, au début, il y avait un gros travail quand j'ai découvert tout ça, et petit à petit, ça s'apaise. Qu'est-ce que ça a changé? Ben, énormément de choses. Je suis beaucoup plus apaisée, je suis beaucoup plus authentique, je suis beaucoup plus vraie, je suis beaucoup plus disponible émotionnellement pour eux parce que je suis à l'aise avec qui je suis. Je sais détecter quand là j'ai plus de disponibilité, je sais demander le relais. Avant, j'osais très peur de demander du relais parce que je croyais qu'il y avait que moi qui pouvais être bien pour eux. Donc, j'osais pas. Mais en fait, au partir du moment où je me suis rendu compte que moi-même, je pouvais être dangereuse parfois pour eux, je me suis dit, écoute, là, il faut aussi que tu admettes que tu as besoin d'aide, en fait. Tu as besoin de relais. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Le fait d'être beaucoup plus authentique parce qu'en fait, le truc, c'est que quand on est lisse, quand on est dans la retenue tout le temps, mais forcément, au bout d'un moment, on explose en fait. On montre notre vrai visage et là,
quand on a accumulé depuis des années, eh ben, faut être prêt à ce qui sort, quoi. Ouais, c'est la cocotte Donc, minute qui explose, quoi. Mm. ouais, c'est ça, exactement. Donc, ouais, voilà ce que je dirais. Mm. Qu'est-ce que j'ai régulièrement entendu des parents, alors c'est souvent les mamans, Mhm. euh, qui disent qu'elles osent pas pleurer devant leur enfant ou qu'elles elles s'en veulent dès que elles haussent le ton, etc. Comment toi tu vis ces émotions-là face à tes enfants? Euh, Enfin, ces émotions-là, hein, il y a plein d'émotions derrière ça, mais ouais. cette manifestation. Alors ça dépend, mais je veux dire quand par exemple, je sais pas, je viens de, par exemple l'autre jour, mes enfants ils ont renversé un bol c'est très très bête ce que je vais raconter. Ils ont renversé un bocal de perles de tapioca que c'était ma grand-mère qui me l'avait donné. J'y tenais beaucoup parce que je voulais en faire une belle soupe et tout ça. Ils l'ont renversé dans le salon. Et j'étais triste en fait qu'ils aient fait ça parce que je pouvais pas les honorer ça que ma grand-mère m'avait donné. Je sais que ça allait me rappeler plein de souvenirs de mon enfance et tout. Et en fait, bah, je me suis décomposée et en fait, j'ai juste dit en fait. J'ai dit, écoutez, là, je suis hyper triste de voir tout ça étalé par terre. Enfin, je voulais faire une belle soupe avec ça. Je me suis pas étalée plus que ça. Ils ont vu que j'étais triste en fait. Ah ben, je les ai pas culpabilisés, j'ai pas dire c'est votre faute, vous faites n'importe quoi, mais j'ai juste dit ça, ce qui se passait en moi en fait, au moment T. Ah ben, très naturellement, ils ont, très instinctivement, ils ont tout ramassé, ils ont tout remis dans le bocal, et bon, on pouvait quand même pas les manger, bien sûr, parce qu'elles allaient traîner par terre. Mais en fait, ça m'a touchée de voir que juste de dire ça, de dire ce qu'on ressent, sans attaquer la personnalité de l'enfant, ben, ils sont capables d'empathie. Et pour moi, c'est ça, c'est de dire ce qu'on ressent, ça aide à cet équilibre, en fait, dans la famille. Parce que je trouve, quand on s'intéresse à la parentalité bienveillante, et moi, la première, je suis tombée dans cet extrême où j'étais juste focus sur mes enfants, sur leurs émotions, sur leurs besoins. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, le déséquilibre, c'est comme la roue de l'infini. Mm. C'est comme ça pour moi. C'est l'équilibre des besoins et des émotions. Quand on est trop d'un côté, pouf, ça tombe. Enfin, et donc, quand j'ai compris ça, ça a été un gros déclic pour moi. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai voulu être beaucoup plus authentique avec ce que je ressentais. Donc, si par exemple j'en viens à hurler, bon, j'avoue que c'est quand même, c'est pas tous les jours quand même, mais les fois où ça arrive, ben non, mais en fait, je le dis quoi. Je le dis, écoutez, quand je vois des jouets partout étalés dans le salon, alors que je venais de tout ranger, ben ouais, alors qu'on devait partir au lit, ouais, non, je suis pas d'accord en fait là, je suis en colère. Moi, non, c'est pas possible. Allez, venez, on range ensemble. En fait, je vais essayer de dire, vraiment, de dire. Les choses, je ne vais pas cacher parce que j'ai remarqué que plus j'essayais d'être patiente, plus j'essayais de contenir ma colère sans rien dire, plus in fine, au bout du compte, c'était violent en fait. Ouais. Tu vois? Donc je préfère dire les choses telles qu'elles sont, un peu tout en parcimonie, que tout le monde soit au courant, même mon époux, hein. Quand je suis épuisée, je le dis. Avant, je tirais sur la corde, j'essayais toujours de faire un peu plus. Au bout d'un moment, je lui dis, ben ok, ce soir c'était à moi de les coucher. Là, je peux pas. Est-ce que tu peux le faire? C'est de se dire en fait que nos limites. Parce que quand on tire trop sur nos limites, c'est là où ça peut être tragique, quoi. On n'a pas envie de s'énerver, d'exploser, en fait, sur nos enfants. Pour moi, je vois une vraie différence entre le fait de hurler et de perdre complètement son sang-froid et d'être complètement, voilà, submergé et le système nerveux qui est au rouge, 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 ou d'être en colère, mais tout en étant relativement, régulé, où on peut être en colère sans complètement péter les plombs, quoi. Mm. Et ça, d'en être consciente, de mieux comprendre ce qui se passe en nous, bah, enfin, en moi du moins, ça m'aide parce que je vois que quand je sens que j'ai mon corps là qui est en train de me dire, ouh là, je sens que je vais bientôt péter un câble, c'est pas une petite colère là,
Là, tu vois, je sais prendre mes dispositions, quoi. Et Hmm. donc, je le verbalise. On a un petit thermomètre de la météo intérieure aussi à la maison pour dire, ben là, moi, je suis au vert, là, je suis plutôt orange, là, je suis au rouge, 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 j'ai besoin d'aide, là, il faut que ça se passe facilement parce que, voilà, quoi. Après, mon époux, heureusement, on est deux, on fait équipe. Ouais. Parce que, bon, je dis on n'a pas de relais, mais j'ai quand même mon époux, hein, je suis pas maman solo, donc ça c'est quand même énorme. Mais voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta Ouais, si, question. si. Est-ce que du coup, enfin, je suppose que oui, mais est-ce que tu as l'impression que le fait que toi, tu verbalises aussi ce que tu ressens avant que ce soit trop tard, on va dire, tes enfants, ils le font aussi? Mais oui, mais en fait, moi je suis hyper impressionnée par mes enfants. La capacité qu'ils ont du coup à dire ce qu'ils ressentent en fait. À 3 ans, ma fille, elle peut très bien me dire je suis en colère quand il s'est passé ça ou je suis triste quand il s'est passé ça. Et moi, en fait, je suis pleine de reconnaissance quand je vois ça Hmm. parce que je me dis purée, moi, il m'a fallu 30 ans pour arriver à dire ça. À 3 ans, tu sais me dire ce que tu ressens et Ouais. pourquoi. Non, mais c'est hallucinant. Alors, ça veut pas dire que je vais pas. Ça veut pas dire qu'ils font jamais de tempête émotionnelle, etc. Pour moi, c'est tout à fait normal qu'ils en fassent. Il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, le fait qu'ils aient conscience de ce qui se passe en eux, Hmm. ah ouais, pour moi, je suis hyper Mission accomplie. impressionnée. Oui, pour Hmm. moi, c'est une grande source de fierté que de voir que ce que je fais au quotidien, déjà moi en leur verbalisant ce que je ressens, mais aussi tout l'accompagnement autour des émotions que je fais depuis qu'ils sont ben, nés, quoi. Ça marche en fait. Ouais. Et voilà, il y a pas de chercher midi à 14 heures, c'est la preuve en fait Ouais. pour moi, quoi. Donc voilà. Après, ça veut pas dire que des fois, il n'y a pas des disputes, des coups qui partent entre eux, etc. Mais pour moi, à 3 4 ans, c'est juste normal. En fait, c'est juste Hmm. comment on va accompagner ça. Mais ouais, ouais, pour moi, c'est le fait de verbaliser ce qu'on ressent à ses enfants, c'est en fait, on donne l'exemple, en fait. Et quand je sens que je vais m'énerver, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je donne comme exemple à mes enfants? Est-ce que je vais juste hurler sur eux et puis m'éclipser et puis rien dire? Ou je hurle sur eux, après je leur explique, écoutez, là, moi, j'apprends encore à comprendre ce qui se passe en moi. Je suis pas toujours, j'arrive pas toujours à contrôler mes émotions. Par contre, c'était pas ta faute que je crie comme ça et je suis désolée. Et voilà, c'est ça aussi pour moi au quotidien d'être authentique, c'est d'assumer en fait la responsabilité de mes actes quand je vais trop loin, quand je fais quelque chose que je regrette. Et pour moi, c'est ça de donner l'exemple, en fait. Hmm. Parce qu'on peut pas être des parents parfaits, on peut pas donner l'exemple parfait. Mais du coup, quand on fait quelque chose qu'il faut pas, quel exemple on donne? Comment on fait, quoi? Hmm. Mm. Ouais, c'est parlant cette idée de l'exemple. Mm. Comment tu réagis quand il y a une tempête émotionnelle chez tes enfants? Alors, ça va dépendre si c'est mon fils ou ma fille, parce qu'ils réagissent pas pareil. Ma fille, elle va être très dans les... Elle va taper des pieds beaucoup, elle va hurler, et c'est assez rare chez elle les tempêtes émotionnelles, mais du coup, ben, souvent, tout simplement, je suis à côté d'elle, je la regarde et je valide ce qu'elle me dit, ce qu'elle fait, je lui dis, oui, je vois que tu es très, très en colère, je comprends que ça, ou je sais pas, t'es mis en colère, je suis là. J'attends, en fait. Et quand c'est passé, je lui propose un câlin ou je lui propose de boire un verre d'eau pour se calmer ou à froid, on en rediscute si jamais il y a eu quelque chose vraiment de dur pour elle, voilà. Mon fils, qui va être vraiment dans une sensibilité très très forte, le fait de verbaliser les émotions, c'est pire pour lui. C'est trop pour lui. Donc, il sait me le dire après, mais quand c'est moi qui le dis de lui, quand je lui dis t'es en colère là, c'est déjà trop pour lui. Donc, je dis rien, je suis à côté et j'attends que ça passe tout en restant avec lui, quoi. Hmm. Voilà.
J'aime bien parce que dans ce que tu partages, il y a à la fois le, le fil directeur qui marche toujours de être là, présent, Mm, et à la mm. fois le fait, tu vois, que tu dises, ben, c'est deux enfants différents, donc deux manières différentes, quoi. Et Ah, mais oui, on va oui. calquer un truc pour tous les enfants. Ce serait trop facile, en fait. Donc, c'est pas comme ça. Oui, Mais oui, c'est oui, bien c'est aussi, du ça. coup, c'est bah ouais, de s'adapter à son enfant et de voir ce qui fonctionne, mais en tout cas d'être présent, et ça, je trouve que c'est pas toujours simple, mais comme tu dis, de le faire petit à petit, ça marche bien. Mm. Et je trouve que aussi le fait de d'être bah, dans l'empathie avec eux, de verbaliser, en fait, on les observe beaucoup Mm. et du coup, on les connaît de mieux en mieux. On connaît de mieux en mieux leurs besoins. Ouais, on peut beaucoup plus facilement les comprendre comme tu dis, ils sont différents, donc ils n'ont pas besoin des mêmes choses. Mm. Et donc oui, on a des outils, on va dire. Euh, commun pour que moi je donne dans mes ateliers, mais à chaque fois je dis aux parents, enfin, les enfants ils sont différents et peut-être ce qui est bien pour eux aujourd'hui, dans 6 mois, Mm. ça les aidera plus. Donc essayer de réactualiser, de vraiment observer l'enfant, de vraiment être de vraiment s'intéresser à lui quoi et à ça à lui en tant qu'individu à part entière quoi. Mm. 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 J'ai une dernière question pour toi. Oui, dis-moi. Quand est-ce que tu as été fière de toi pour la dernière fois et pourquoi? Et si possible, pallier à ton rôle de mère. Ah, Haha, si oh, possible. oh. Bah, c'est pas facile. Bah, c'est très d'actualité, hein. C'est que en ce moment, je suis en train de monter une formation justement sur les émotions et qui s'appelle Sereine dans la tempête. Et cette formation, j'ai commencé à l'écrire il y a un an. Mais c'est tellement dur pour moi j'ai tellement peur de pas faire assez bien, que ce soit pas parfait, Mm. etc. que je me rends compte que c'est un énorme travail sur moi que de monter cette formation. Mm. Et quand là j'ai fait ça la semaine dernière, j'ai terminé en module, tout bien comme il faut. Ah, j'étais fière de moi, de ce sentiment d'accomplissement. Ça y est, en fait, pour moi, j'ai vu que j'ai fait énormément de chemin dans le sens où il y a un an, j'aurais été incapable d'en arriver là, tellement j'étais dans ces blocages à l'intérieur de moi. Mm. Et là, de voir que j'ai avancé, ouais, le fait de sentir que je suis fière de moi, bah, ça me rend fière de moi parce que je trouve que on n'est pas habitué à être fier de soi. Mm. On est dans une culture tellement voilà influencée par un peu le catholicisme où il faut pas être fier de soi, il faut pas être égoïste, il faut pas être prétentieux et du coup le fait d'être fier de soi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Mm. Et là, ben, je suis fière de moi et je suis fière d'être fière de moi parce que ça montre que j'ai fait énormément de travail sur moi Ouais, quoi. c'est clair. Mm. Bravo. Est-ce que tu peux nous en dire en deux mots là sur ta formation? Quand est-ce qu'elle sort, à qui ça s'adresse et ce que c'est? En fait, c'est une formation pour ben, justement les parents qui découvrent un peu tout ce champ des émotions avec leurs enfants, qui savent pas forcément comment les accompagner, qui savent pas comment tisser une relation saine pour un développement sain des émotions. Donc à la fois pour savoir comment accompagner les tempêtes émotionnelles, mais aussi comment verbaliser au quotidien avec des outils, avec des exercices, j'ai aussi tout un volet sur le développement de l'enfant, du cerveau, etc. Et d'un autre côté, comment nous, en tant que maman, c'est parce que c'est surtout pour les mamans, rester sereine en fait dans ces tempêtes émotionnelles et dans nos tempêtes émotionnelles, parce que je pense qu'on en fait des fois. Donc voilà, c'est une formation qui s'adresse, c'est vraiment sur le thème des émotions pour nous aider, parce que pour moi c'est central parce que les émotions, on les commande pas, elles font partie de nous et elles ont beaucoup de messages à nous dire sur qui on est, sur ce dont on a besoin pour être plus en paix, pour être plus heureux. Et donc voilà, pour moi c'était impératif de proposer quelque chose comme ça parce que ça m'anime et je sais que en fait c'est ce que j'aurais aimé avoir il y a 3 ans quoi. Mm. Mm.
C'est vraiment ce que j'aurais aimé trouver à l'époque, quelque chose de global qui accompagne, parce que je trouve que quand on cherche à accompagner ses enfants avec ses émotions, en parallèle, on est obligé de faire un travail avec nos émotions parce que sinon ça sonne faux, quoi. Enfin, il y a un truc qui... Ça grince, quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Bah, il y a toujours le truc de demander à ses enfants de gérer leurs émotions quand on les gère pas nous-mêmes. Voilà. Ça marche Bah pas. ouais, ça va pas au bout d'un moment. C'est clair. Trop bien, merci. Je mettrai le lien vers ton compte Instagram et sur ton site, elle sera disponible la formation. Oui, je pense que ce sera en mars du coup parce que voilà, j'ai pris un peu de retard. Je Donc mettrai les ce liens. sera en mars. Ça, Merci. c'est pour, voilà, pour tous les parents et les mamans qui en ont besoin. Trop bien. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais bien ajouter quelque chose. Un petit message déculpabilisant Mhm. pour les parents parce que ça me touche beaucoup. Je trouve que sur les réseaux, on peut déjà avoir tendance facilement à culpabilité quand on voit la vie géniale des gens. Et alors en plus, quand on tombe sur des fois des comptes qui font un peu culpabiliser, ben, on a besoin d'un peu de douceur en tant que parent. Et donc, ce que j'aimerais dire, c'est que si jamais ben, vous avez ressenti de la culpabilité dans ce que quand j'ai parlé de ma vie, que vous dites, voilà, que vous comparez, etc., moi j'ai envie de vous dire ben, que le plus important, c'est pour être doux avec son enfant, pour être à l'aise, il faut être doux avec soi-même. Et que oui, il y a des choses qui peut-être qui vous font culpabiliser, mais c'est des messages ou tout ça. Euh, L'important, c'est d'avancer petit à petit, de tirer des leçons petit à petit, sans se mettre des énormes objectifs. Et moi, c'est ce qui me fait du bien au quotidien, de me dire, ben, ok, là, j'aurais pu mieux faire, ben, demain, j'essaierai de tirer des leçons sur ce qui vient de se passer, quoi. Mm. Ouais, merci pour ce Mm. message. Et j'en profite pour dire que effectivement les réseaux sont plein de messages et que Mm. c'est nous qui sommes maîtres de ce que nous consommons sur les réseaux. Donc voilà, Mm. s'il y a un compte qui nous fait pas du Mm. bien, on n'est pas obligé de le suivre. Tout à fait, on se Voilà. désabonne de suite. Oui. Voilà, Ah oui, c'est on clair. n'a pas besoin de ça. Merci C'est clair. beaucoup Sophie pour tous ces partages, super intéressants et très transparents. C'est ouais, Mm. chouette d'entendre voilà que même bah, même quand on part de loin, on va dire, et que on a que ce soit de la colère, des rancœurs, voilà, des choses mises un peu sous le tapis, il est jamais trop tard pour aller voir ce qui se passe et essayer de nettoyer un peu tout ça. Et c'est un beau cadeau et pour soi et pour ses enfants, je pense. Merci beaucoup Sophie. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre 5 étoiles et à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute. C'est le meilleur moyen pour lui donner de la visibilité et permettre à d'autres femmes d'écouter ces histoires. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires ordinaires de femmes extra.